Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue chez Mwambi International Network dans la grande interview. La grande interview qui va vous amener à Bujumbura. Ce soir, Bujumbura, la capitale de Burundi, quelque part dans l'Afrique centrale. Il se passe des choses et nous avons besoin des témoins qui ont vécu l'histoire récente de ce pays. Et voilà que je vais vous présenter Monsieur Takarutimana Silver. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Alphonse. Comment vous allez, monsieur Silver? Ça va bien et bon, ça se passe bien. D'accord. Vous êtes journaliste. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus? Parce que je disais dans l'introduction que vous êtes témoin de l'histoire récente du pays. Est-ce que vous pouvez un peu plus vous présenter? Je suis journaliste, bien évidemment, parce que je travaille à la radio Isanganiro depuis un bon bout de temps, depuis 2004, mais j'ai dû interrompre pendant un certain temps. J'ai été dans des ONG internationales, dans des ONG locales, où j'ai occupé plusieurs fonctions, comme chargé de communication, comme responsable des programmes, comme directeur exécutif, notamment dans une coalition d'organisations de la société civile en charge du monitoring électoral. J'étais aussi directeur des programmes de droit belge, de droit britannique aussi, comme CORT. Et par après, j'ai été conseiller principal en charge de la planification et de la communication au sein de la commission Vérité et Réconciliation. C'est une commission qui a été mise en place en 2015, si j'ai bonne mémoire. Mais j'ai dû démissionner. J'ai quitté la commission Vérité et Réconciliation pour devenir le directeur de la radio Isanganiro, la radio que je dirige aujourd'hui. Et sur le plan d'autres fonctions, j'ai été à plusieurs reprises consultant dans des matières de suivi et évaluation des projets, mais aussi je suis encore étudiant. Je suis en train de préparer une thèse de doctorat. En sciences politiques, je suis en train de travailler sur les politiques de paix. Ah, super. Alors, ça, c'est une richesse dont nous avons la chance de recevoir aujourd'hui à partir de la capitale Bujumbura, au Burundi. Dites-nous un peu, vous êtes le témoin de l'histoire récente. Nous venons de vivre ici la mort ou le décès du président Pierre Nkurunziza. Et quelle a été la réaction de la population en ce moment-là? Bon, la réaction de la population a été une réaction d'une population étonnée parce que je crois que les gens ne s'attendaient pas vraiment à une mort inopinée, à une mort subite vraiment du président. Parce que c'était un président qui était connu comme physiquement solide, c'était un sportif, et on le voyait toujours en train de faire le jogging, en train de jouer au football, en train de faire le vélo. Donc, c'était un président, si on doit dire, vraiment physiquement solide. C'est pourquoi d'ailleurs ça a étonné pas mal de populations, parce que tout le monde se posait la question de savoir vraiment quelle est cette maladie qui vient de le tuer, qui vient d'emporter sa vie. Et donc, vraiment, c'était une situation d'étonnement. Et des fois, c'était un étonnement qui était mélangé de peur aussi, en se disant comment est-ce que les choses vont se passer. Et voilà, si on en est sur ce point-là, comment les choses se sont passées? Parce qu'il y avait ces sentiments de peur, comment ça va se passer après sa mort? Et justement, qu'est-ce qui s'est passé après sa mort?
Je dois dire que rien ne s'est passé de particulier, sauf qu'effectivement, on a observé un deuil de 7 jours qui était décrété par le gouvernement du Burundi. Mais ça allait se passer peut-être autrement si les élections n'avaient pas encore eu lieu, parce que il est mort dans un contexte où nous venions de faire des élections générales, des élections présidentielles, les élections législatives et les élections communales. Et les résultats étaient déjà proclamés, et du moins par la CENI qui en avait le droit de le faire de façon provisoire. Et donc, à ce niveau-là, il n'y avait pas de perturbation relative à son remplacement parce que son remplaçant était déjà connu. Et donc, les autorités ont dû garder avec la population locale, mais dans le pays, rien ne s'est passé d'incident, sauf qu'effectivement, lorsqu'on est dans le deuil, il se pose beaucoup de questions, mais rien vraiment de crise a été signalé. Et quand vous parlez de Pierre Nkurunziza, c'était quoi comme personne, c'était quoi comme personnalité vis-à-vis de sa population, vis-à-vis de Burundi? Le président Nkurunziza, je ne le connais pas personnellement dans les détails de sa vie, mais je le connais comme président de la République depuis 2005. On connaît que c'est quelqu'un qui a été combattre à travers les combats ou la guerre qui a opposé l'armée burundaise et la rébellion, les rébellions, le CNDD-FDD et d'autres rébellions comme le Parti Hutu. Lui, il était au CNDD-FDD comme un des leaders de ce mouvement. Lorsqu'il a pris le pays, il a pris le pouvoir, il a pris les commandes du pays. C'était un président qui s'est montré plus ou moins différent des autres présidents que le Burundi a connus. Et c'était quoi la différence? Bon, la différence, c'était que le président Nkurunziza était toujours tout près de la population, en train de travailler avec eux. Il n'hésitait pas à utiliser sa main pour des travaux champêtres, travailler avec elle dans les travaux de construction, par exemple, des écoles, notamment à travers les travaux communautaires. C'était une personnalité, j'allais dire, différente des autres présidents, des personnalités qu'on a connues, parce que lui, c'était pas vraiment un homme de bureau, c'était un homme de terrain. Je crois que c'est là où il tire d'ailleurs sa popularité au niveau de la population, parce qu'il était toujours dans la population, en train de travailler avec eux, en train de jouer, en train de partager. Et je crois qu'à ce niveau-là, il avait une grande différence par rapport aux autres et ça lui donnait quand même un grand crédit par rapport à sa popularité. Et ce qu'on connaît de cette région-là, surtout quand on parle du Rwanda, on parle du Burundi, tout de suite, on arrive à ces clivages tribaux, Hutu, Tutsi. Comment il a fait sur ce point-là? Comment il a pu gérer les ethnicités? Je crois que la politique du Rwanda et la politique du Burundi et même la politique de la RDC, en quelque sorte, c'est une politique, j'allais dire, qui a des similarités par rapport au conflit, si on doit le dire. La présence des Hutus et des Tutsis se trouve dans les trois pays, le Rwanda, le Burundi et la RDC, notamment ici à l'est du Congo. Mais les clivages ne sont pas gérés de la même façon. Par exemple, vous connaissez qu'au Rwanda, on a connu le génocide à partir de 1994. Oui. Au Burundi, il y a eu effectivement des tueries. Il y en a qui nomment ça comme génocide, mais pas génocide seulement de 93, parce qu'il y en a qui croient comme ça. Mais il y en a aussi qui disent que le problème ethnique a été aussi en crise, a été un problème à gérer, notamment les années 70, lorsque il y a eu aussi une partie de la population qui a été massacrée ici au Burundi. Mais la gestion est différente, je crois, dans ces trois pays, parce que lorsque le CNDD est venu, il a dit « nous devons nous réconcilier ».
Et donc, le problème de notre pays, c'est ça le message qu'il disait, le problème de notre pays, c'est pas un problème ethnique, mais c'est beaucoup Et plus ça, un c'est problème. Pierre Nkurunziza qui le disait. Hein? Oui, en tête, effectivement, c'est le problème de gouvernance. C'était comme ça qu'on appréhendait le problème ethnique ici dans notre pays. Et il est vrai que même dans l'accord d'Arusha qui a été signé en 2000, dans les premières pages, on y voit la définition vraiment du problème, du conflit politique burundais. On dit que c'est un problème politique, mais qui a, comment dire, des ramifications ethniques, mais c'est fondamentalement politique. L'accord d'Arusha, c'est l'accord où il y avait aussi Nelson Mandela, qui était le père spirituel de cet accord-là. Oui, il était le médiateur des protagonistes politiques burundais. Et donc, dans cet accord-là, ils ont bien défini le problème politique burundais. Ils ont dit que c'est un problème fondamentalement politique, mais qui a des ramifications tribales, des ramifications ethniques, etc., etc. Et à ce niveau-là, le président Nkurunziza, avec les autres leaders du mouvement qu'ils ont dirigé depuis la rébellion jusqu'à la prise de pouvoir, ils ont dit effectivement que le problème n'était pas nécessairement ethnique. Et même si dans la gestion, on y voyait de temps en temps un discours plus ou moins contradictoire, notamment dans la pratique, etc., etc. Mais comme la gouvernance était plus ou moins cadré dans le sens de l'accord d'Arusha où on avait déjà trouvé une solution à son problème ethnique, notamment en introduisant des quotas ethniques au niveau de la Constitution. Et je crois que ça a été facile pour le CNDD-FDD de pouvoir respecter les acquis de l'accord, notamment en mettant dans les institutions 60% des Hutus, 40% des Tutsis, etc., etc. À ce niveau-là, oui, ça a été fait, ça a été respecté jusqu'à présent. Je crois qu'il peut y avoir des interprétations à gauche, à droite. Je crois que ce sont des choses vérifiables. Ça a été très bien respecté. Les 40% pour les Tutsis et les 60% pour les Hutus. Et l'image que l'on nous présente du Burundi, c'est une image où il y a des conflits tribaux, une image d'un Pierre Nkurunziza despote, dictateur, qui ne pense qu'à lui seul, à lui-même. Et comment c'est arrivé cette image? Comment cette image peut circuler dans le monde comme ça? C'est quand même contraire à ce que vous venez de nous dire. Bon, effectivement, je sais que l'image à l'extérieur du pays, l'image du Burundi à l'extérieur du pays est ainsi décrite, mais je crois que il faudrait peut-être que les gens viennent ici au Burundi pour constater les choses. Je crois que les problèmes politiques qui ont eu lieu ici au Burundi ont fait qu'il y ait plusieurs interprétations, et ces interprétations-là allaient de part en part comme des interprétations ethniques, parce qu'on a trouvé au Burundi que les arguments que les uns et les autres ont avancés étaient soit politiques, soit ethniques, soit économiques, etc., etc. Et ça dépend effectivement des interprétations. Mais ce que je pourrais dire aujourd'hui, c'est que ici au pays, il y a les Hutus, il y a les Tutsis. Tu le vois dans les institutions, même là où je travaille, il y a les Hutus, il y a les Tutsis. Il n'y a pas de problème entre les ethnies, sauf que, bien évidemment, ceux qui veulent attiser les conflits peuvent passer par cette corde. Instrumentaliser. Exactement, instrumentaliser l'accord ethnique, parce que ça a été un problème dans le passé. Et je crois que si ça s'instrumentalise, effectivement, ça peut redevenir un autre problème. Mais pour le moment, je trouve qu'il y a les Hutus, il y a les Tutsis, et tout le monde va à ses activités. Et personne n'est inquiété nécessairement pour son ethnie, sauf dans une vision plus ou moins globale de la chose. Cette image-là, moi-même, je l'ai vécue lorsque j'étais en Europe. J'ai vu des gens qui te disent absolument, c'est comme ça. Mais je crois que la situation que le président Nkurunziza a dû gérer, c'était une situation beaucoup plus de gouvernance. Et j'imagine que
les gens, par exemple, de la société civile, les gens de l'opposition, etc., qui ont dû manifester pendant que le président Nkurunziza voudrait briguer un autre mandat à partir de 2015, Oui. c'était non pas que les gens ne le voulaient pas parce qu'il était de telle ou telle autre ethnie, c'était beaucoup plus, je me dis, une question de gouvernance. Il disait, il ne fallait pas qu'il brigue un autre mandat, et à leurs yeux, c'était qu'il venait de violer la Constitution. Les autres disent, justement, ouais, la Constitution surtout, parce que l'accord d'Arusha, c'était un cadre, effectivement, qui a créé la Constitution du Burundi. Et à ce moment-là, les autres disaient, non, nous n'avons pas violé la loi, nous avons scrupuleusement respecté la Constitution. C'était un problème d'interprétation. Et à ce niveau-là, lorsqu'il s'installe au pouvoir, bien entendu, avec une situation de contestation, le pouvoir a réagi, notamment en réprimant les gens qui étaient dans les manifestations. Et il disait que ce ne sont pas des manifestants pacifiques, c'était des insurgés. Et la solution pour les insurgés, c'était les mater avec force. Bon, la plupart des ONG nationales et internationales ont désapprouvé effectivement cette situation parce que c'était une situation de violation des droits de l'homme, de part et d'autre d'ailleurs, parce qu'au niveau des forces de l'ordre, il y en a effectivement qui ont violé les droits des gens. Et aussi au sein des manifestants, aussi, il y en a qui violaient aussi les droits des gens. Alors, si vous êtes du côté des manifestants, par exemple, on interprétait que la situation est dramatique, effectivement, parce qu'il y a une violation des droits de l'homme. Et de l'autre côté aussi, ça se faisait presque réciproquement. Et donc, les interprétations font état dans des spots, oui, mais à notre niveau, ici à l'intérieur, il y a une partie aussi qui voyait dans le président Nkurunziza comme quelqu'un qui respecte les principes démocratiques et qui participe non pas à la violation des droits, mais peut-être aussi à la répression de ceux qui violent les droits. Tout dépend des interprétations des uns et des autres. Il est venu au pouvoir, il a accédé au pouvoir quand il avait 40 ans. Oui. Il est décédé à 55 ans. C'est trop jeune. Quelle a été sa relation avec le Rwanda? Bon, je dois dire que les relations entre le président Nkurunziza et le Rwanda, prenons que ce n'est pas les relations entre le président Nkurunziza et le Rwanda, et c'est les relations entre le Burundi et le Rwanda sous la présidence du président Nkurunziza, si je dois dire ainsi, pour ne pas personnaliser cette situation. Je dois dire que dans un premier temps, au moment où le pouvoir CNDD a commencé, c'était de bonnes relations. On voyait les visites que les autorités se faisaient. Le président Kagame a été ici au Burundi, notamment à l'investiture du président. Nous avons vu le président de la République aller au Rwanda, les autres officiels entre ces deux pays faisaient des visites dans les deux pays. Et donc, c'était de bonnes relations. Mais par après, les relations ont dû être envenimées parce que peut-être il y avait des considérations des uns et des autres sur le soutien de l'un ou l'autre parti qui est contestataire ou pas du pouvoir à Bujumbura. Et le pouvoir, d'ailleurs, le Rwanda, comme quoi il était derrière le coup d'État qui a été perpétré, et le coup d'État manqué qui a été perpétré en 2015. Ouais. Oui, le gouvernement n'a pas hésité. J'ai entendu dans le discours officiel que le Rwanda était derrière. Il disait, pour preuve, est protégé par le Rwanda, il est au Rwanda, et donc c'est une preuve que le Rwanda était derrière. Et le Rwanda, bien entendu, a nié cette situation, et je crois que il aurait dû y avoir, comment dire, une petite médiation, ou voir comment rapprocher ces Mais ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu, et je crois que peut-être ça va avoir lieu avec le nouveau président qui remplace.
le président qui vient de Et comment le Rwanda, d'ailleurs, a réagi au décès du président Nkurunziza? Dans ce genre de choses, les réactions sont officielles. Je crois que j'ai lu un communiqué venant du Rwanda, un communiqué faisant étant bon, c'était un message de condoléances à la nation burundaise. Et je crois que politiquement, ça a été bien joué du côté du Rwanda. Bon, à ce niveau-là, je pourrais dire que la réaction a été une réaction de tristesse, du moins si on doit lire le communiqué. Mais les réalités derrière les comportements politiques sont autres. On ne saura jamais. Oui, on ne saura jamais si ce qui se trouve dans un document officiel est réellement ce qui sont vécus dans les mémoires des gens. Et sa relation, du moins la relation de Burundi sous Pierre Nkurunziza vis-à-vis de la RDC, la République démocratique du Congo. Comment vous pouvez expliquer cela sous son règne? Bon, je crois que les relations sont normales. Je pars des illustrations, je pars des exemples. Lorsque on a investi le président Tshisekedi, les officiels du Burundi ont été là. Et je crois que même l'actuel Premier ministre est allé à une investiture du président Tshisekedi. Et l'actuel Premier ministre, il s'appelle comment? C'est un général, hein? Oui, c'est le général Bunyoni, Alain Guillaume Bunyoni. Je crois qu'il a été représenté au Burundi là à l'investiture du président Tshisekedi. Il n'était pas seul, il était parti aussi, si ma mémoire est bonne, avec le président du Sénat. Donc, le pays était représenté au haut niveau et j'imagine que lorsque le pays envoie une délégation de haut niveau pour un événement national, et je crois que c'est un témoignage, un signe qui montre que les relations sont bonnes. Et je ne suis pas spécialiste des relations internationales, mais tout ce que je peux constater, c'est que entre le Burundi et la République démocratique du Congo, je crois que les relations sont bonnes. Maintenant, on a toujours signalé des rébellions à la frontière burundaise, congolaise, et cela n'a jamais affecté des relations entre les deux pays? Eh bien, je crois que c'est une question qui a été bien gérée entre le pouvoir du Burundi, le pouvoir politique du Burundi et le pouvoir politique du Congo. Jusque-là, je n'ai jamais entendu une relation tendue entre le Burundi et le Congo à cause de cette situation. Je ne suis pas sûr des ententes qui ont été faites de façon officieuse, mais je crois que c'est une question qui a été gérée entre les deux capitales et pour le moment, je crois que les relations sont bonnes. Et comment se porte l'économie du Burundi en ce moment? Bon, je dois dire que l'économie du Burundi est morose parce que si on doit examiner le pouvoir d'achat des Burundais, avoir le classement au niveau des institutions internationales qui classent le développement du Burundi, nous voyons que le Burundi est dans les derniers pays, dans les pays les plus pauvres que la planète connaît aujourd'hui. Avoir le pouvoir d'achat des Burundais, c'est un pouvoir d'achat qui est très bas. Et le vécu de la population, lorsqu'on parle avec la population, on sent vraiment que c'est une population affamée, qui manque de moyens de survie, mais qui a quand même un espoir que demain ou après-demain, la situation va s'améliorer. Et il y a eu changement de régime. Le président, fait des personnes. Le président Pierre Nkurunziza est décédé. Il y a eu le nouveau président, Évariste Ndayishimiye. C'est quel genre de personne? Je dois dire personnellement que je ne le connais pas parce que je n'ai pas de relation de proximité avec lui. Mais tout ce que je connais, vous voyez, comme un journaliste, on s'informe. C'est tout ce qu'on peut nous raconter, les gens qui sont autour de lui. On dit que c'est un homme de dialogue.
Un homme qui j'allais dire, qui aime son pays, un homme qui n'est pas connu dans des affaires de corruption, un homme de paix. Voilà en quelque sorte la description de cette personne-là. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est un ancien militaire aussi. Il était aux côtés du président Nkurunziza dans la rébellion. Il a occupé des fonctions et au niveau de l'armée, au niveau de l'administration publique comme ministre de l'Intérieur. Il a aussi dirigé plusieurs organisations, des entreprises étatiques. Bon, on l'a connu politiquement depuis qu'il est auprès du président comme dirigeant du parti au pouvoir. Et là, on a dû entendre son discours sur le plan politique. Mais du reste, dans sa vie privée, je ne connais pas trop de détails. Mais bon, de telle façon, lorsqu'il a pris le pouvoir, il y en a qui ont dit, bon, c'est un gage de changement, je crois que c'est promettant, etc., etc. Et c'est quelqu'un qui a promis aussi des changements, de grands changements au niveau de son discours, le discours inaugural de son pouvoir au moment de son investiture. Il reste à voir, tout le monde lui donne le bénéfice du doute et on ne peut pas juger sur un président qui vient alors qu'il n'a même pas un an de fonction et pour dire qu'il va faire ceci ou cela. On attend. Mais déjà, le discours qu'il avait prononcé le jour de son investiture, c'était un discours qui suscitait un peu d'espoir. Donc, vous dites que son discours a suscité de l'espoir. Est-ce que cela c'est sent aussi au niveau du petit peuple? Je n'ai pas fait de sondage, mais pour autant que je parle avec les gens, je vis dans la population au quartier, les gens que vous rencontrez, et ils vous disent du bien de cette personne-là et que cet espoir est senti. Bon, il est dans ses premières nominations, il a déjà nommé son premier ministre, le vice-président, et peut-être demain ou après-demain, dans les jours prochains, on saura l'équipe gouvernementale. C'est à partir de là qu'on pourra connaître les personnalités qui seront autour de lui pour l'aider à diriger le pays et à partir de là, voir si les espoirs vont s'estomper ou vont continuer. Et nous tendons vers la fin de notre émission de ce soir. Quel est le message que vous, en tant que Burundais, voulez donner ou bien passer à la diaspora burundaise qui vous regarde, ou bien le message que vous voudriez bien passer à des gouvernements, des populations occidentales? Moi, je suis ici à La Haye, aux Pays-Bas, et il y a des gens qui vous suivent en France, en Belgique. Un message de vous, en tant que Burundais, à la diaspora et au gouvernement occidentaux, par rapport au Burundi. Bon, par rapport au Burundais, à la diaspora burundaise qui se trouve à l'extérieur du pays, que ce soit dans les pays d'Europe ou ailleurs, je dis que le Burundi leur appartient. Je crois que il est temps de rentrer et de venir pour qu'ensemble nous puissions reconstruire notre pays et lui trouver sa place qu'il faut au niveau des nations. Et je pense que toutes les forces comptent. Toutes les forces comptent. Et à ce niveau-là, tout ce que je pourrais demander à la diaspora, c'est que le Burundi a besoin d'eux. Je sais qu'il y a plusieurs expertises, plusieurs compétences qui se trouvent à l'extérieur du pays et dont le Burundi a besoin. Je serai peut-être le grand dirigeant de ce pays et je serai à leur rencontre pour discuter avec eux, les inviter à rentrer et à travailler pour notre pays. Parce que lorsqu'il m'arrive de voyager, j'essaie de comparer la situation du Burundi et la situation de notre pays. Je crois qu'il y a des choses à faire dans notre pays pour que nous puissions
garder la tête haute à travers, dans le concert des nations. Et je pense que le Burundi, c'est un bon pays, ils le savent, et je ne leur ai pas dit des choses nouvelles. Et je pense que s'ils viennent et que nous construisons notre pays, et nous pouvons être un exemple pour pas mal de pays. Et aux gouvernements occidentaux? Au gouvernement occidentaux, un appel que je pourrais lancer, c'est d'aider notre pays. Le gouvernement du Burundi a aussi tendu la main à ces gouvernements occidentaux. Et de par le discours du président de la République que j'ai entendu récemment, je crois qu'il a tendu la main aux gouvernements occidentaux, mais simplement il a ajouté, nous voulons une coopération, un partenariat gagnant-gagnant, et en aucun cas le Burundi pourra accepter, et là je répète peut-être les mots du président, pourra accepter qu'elle soit sous-estimée comme une nation, et que les Burundais sont des gens qui se respectent et ils voudraient que les autres les respectent aussi. Et je crois que si les gouvernements occidentaux aident le pays, et je crois qu'il y a à gagner au Burundi, comme les Burundais a aussi à gagner auprès des gouvernements occidentaux. Monsieur Silver Takarutimana, merci. Merci de nous avoir éclairé de la situation de Burundi. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie.